Opération Nautilus silencieux. C'est le nom de la mission dans laquelle on est engagé, le surnom de notre mission de représailles qu'on a reçu peu après notre retour aux États-Unis. C'est jamais facile. Cette longue marche dans le C-17, en gardant le cercueil recouvert d'un drapeau d'un homme avec qui on a saigné, gelé, combattu. Encore plus dur de savoir que le cercueil est vide, alors que la femme et l'enfant de notre camarade pleuraient à côté. Des souvenirs. C'est ça qu'on a enterré. Un hommage comme à chaque fois qu'on s'approchait du cercueil noir de notre frère, celui qui avait fait une dernière marche fatidique dans des eaux ennemies avant de disparaître. Chaque membre du peloton Alpha a frappé son trident sur le cercueil. Un merci pour la fraternité. Une promesse de veiller sur sa famille, comme si c'était la nôtre. Un vœu de vengeance, pour que ce genre de mal ne frappe plus personne. Les verres qu'on a pris au bar après avaient le même poids que d'habitude. Un peu d'engourdissement, c'est à ça que ça sert. Après le chagrin, est venue la rage. Laisse-moi te mettre dans nos bottes. La génération actuelle du peloton Alpha est ensemble depuis longtemps. Quelques nouveaux officiers, quelques ajouts, mais la plupart d'entre nous sont là depuis la deuxième moitié de la guerre contre le terrorisme. Je suis presque sûr que, même si notre zone d'opération est en Amérique du Sud, on a mené des opérations sur chaque continent, pour des missions offensives, pas de la merde d'entraînement. Chaque putain de jour, je repense à chaque centimètre que j'ai dû ramper pour en arriver là. Chaque putain de SEAL aime fanfaronner à propos de la Hell Week. Mais qui en a quelque chose à foutre de la Hell Week et les journées de 19 heures pendant l'entraînement? Les mois sacrifiés à prouver ta valeur après avoir rejoint ton équipe. Les milliers d'heures passées dans des conditions hostiles, à rester prêt, vigilant, à cuire au soleil, à broyer tes os. Tout ça, pour qu'une merde primordiale sorte des profondeurs, prenne des dizaines de vies, voire des centaines si on en croit ce foutu agent, l'un de tes frères, puis disparaisse. Va te faire foutre. On n'est pas des idiots. Je sais que le Trident a son lot d'abrutis, mais on est des experts dans notre domaine. Les Américains ont leur place dans les forces spéciales pour une raison, et peut-être que c'est la rage et le deuil qui alimentent dans ces mots. Mais je sais que chaque pays de l'OTAN pousse un soupir de soulagement quand il apprend que c'est nous, leur force de réaction rapide. Ce n'est pas que nous. Ce n'est pas que des Américains qui sont morts, des Chiliens, des Péruviens, des insulaires de partout sur le plus grand océan du monde, des milliers, des dizaines de milliers si on en croit les légendes. Avec ce nom d'opération, le secrétaire à la marine nous a transmis son intention de commandement pour la mission à venir. Le peloton Alpha, SEAL Team 4, est assigné avec les unités et ressources disponibles pour traquer, réduire la distance avec et détruire les hostiles présents dans les eaux de nous-mêmes et de nos alliés afin de prévenir toute mort ou destruction supplémentaire. La SEAL Team 4 doit mener toutes les opérations de combat nécessaires telles que définies par le commandant d'équipe, et ce, jusqu'à l'accomplissement total de la mission. Monsieur, oui monsieur. Et là, je dois tirer mon chapeau à nos frères et sœurs du renseignement. Lorsqu'on subit une attaque, il y a généralement 4 phases. Défense, reconsolidation, ciblage, mobilisation. Après s'être équipés, les trajectoires de ces sirènes ont été analysées par l'agence et les agents de terrain. Notre fédéral assigné, Miller, s'est révélé extrêmement ingénieux. Je ne sais pas si c'est un FCI ou autre chose, mais alors que notre capitaine et lui étaient penchés sur les cartes, on a croisé les courants océaniques projetés avec ce qu'on savait de leur physiologie. Ces créatures étaient faites pour vivre en haute mer, mais leur capacité bipède impliquait qu'elles devaient soit plonger directement, soit rester locales, car la nage longue distance n'était pas viable à moins d'aller lentement. Certes, elles pouvaient plonger profond, nager plus vite que des destroyers, mais vous savez ce qu'on avait? L'un des plus grands systèmes de surveillance, une reconnaissance localisée et des putains de sous-marins. On a foutu une corde autour de toutes leurs issues, on savait qu'on les trouverait, et sinon, on savait où elles étaient. C'est comme, si tu dégages 85% d'une pièce, tu sais que ta cible est dans les 15% restants. Bien sûr, elles auraient pu plonger dans les profondeurs, mais si elles comptaient vraiment attaquer, on allait les trouver. On a continué la chasse. L'approvisionnement n'est jamais simple, mais quand tu tues un soldat,
Même si c'est annoncé publiquement, les gens veulent leur part de vengeance. On a eu notre opportunité il y a moins de 80 heures, quand un sonar sous-marin, conçu à l'origine pour détecter les explosions nucléaires sous-marines pendant la guerre froide, maintenant reconverti à des fins scientifiques, a détecté plusieurs objets de moins de 2 mètres de long, nageant vers l'ouest en direction du centre du Pacifique. On les a d'abord pris pour des dauphins, à cause de leur formation en banc. Mais on a découvert qu'ils allaient 4 fois plus vite. Peu après avoir coordonné avec la reconnaissance navale locale, ils ont disparu près des îles françaises Pitcairn, plus précisément Adamstown. On les avait acculés, c'était bon. Sauf qu'on a grogné en se disant que s'ils étaient sur un territoire allié, on risquait d'être mis sur la touche. Jusqu'à ce que, dans la soute d'un porte-avions, réquisitionné pour qu'une trentaine de SEALs insomniaques y restent. Me demande pas comment, mais on a réussi à faire entrer un petit vidéoprojecteur, monter une console, troquer quelques câbles avec les geeks de la logistique, et en peu de temps, on avait une télé, et la moitié d'entre nous dormait dans ce cercueil d'acier. Jusqu'à ce que le capitaine d'Autry entre. « Hé, tout le monde debout, on va à terre. » Chief a été le premier à se lever, s'appuyant contre son sac, frappant contre la cloison derrière lui. « Hé, bougez vos culs, en route !» Très vite, on recevait le briefing en bas de rampe. Le capitaine nous expliquait que, sans aucune résistance ni question, les Français avaient approuvé une mission militaire américaine à Adamstown, sous prétexte de maintien de la paix. Si t'avais besoin d'une preuve que les grands gouvernements connaissent la merde qui dort dans leurs possessions les plus sombres et reculées, la voilà, imprimée noir sur blanc, cachée dans le sous-texte. On devait rester discret cette fois, ce qui voulait dire que, dès notre arrivée à terre, on a été chargé dans des véhicules parfaitement civils, genre SUV blindés, Jeep et autres véhicules à faible visibilité. Tenus, décontractés à l'américaine, c'était aussi le Pacifique Sud, et même si c'était encore froid à cause des derniers souffles de l'hiver, ça pouvait passer à un taux d'humidité énorme n'importe quand. On a été déposé sur les docks vêtus d'un mélange de jeans, t-shirts, quelques casquettes de baseball pour varier, mais tous on gardait nos casques pas loin, au cas où ça dégénérerait. J'ai appris que la vision nocturne à 50 000 $, c'est la meilleure défense contre les mâchoires. On portait nos équipements, nos gilets pare-balles, harnais et ceintures. C'est pas vraiment discret. C'est plutôt l'uniforme, pose pas de putain de questions pour quiconque nous observait. Cela dit, c'était chez eux ici, tout comme chez nous. Ils étaient tous entraînés dans une guerre qu'ils n'avaient pas voulu. Des êtres chers arrachés trop tôt. J'étais assigné au véhicule du milieu, un Toyota Land Cruiser, pendant que le capitaine roulait dans une Jeep, et Chief à l'arrière, dans d'autres SUV cabossés. On est parti depuis le port Est, un endroit littéralement nommé le débarquement. Honnêtement, on aurait dit que personne n'était venu ici depuis des années, au sens littéral. On a roulé un moment, entrant dans la ville. Les réactions des habitants étaient partagées. Certains sont rentrés chez eux. Les volets tirés à l'intérieur ont été fermés et verrouillés rapidement. D'autres nous souriaient, nous faisaient au signe de la main. Un groupe de femmes était visiblement intrigué de voir une voiture remplie d'hommes clairement armés traverser leur ville vers l'ouest. Je me souviens de ce vieux gars. Il traversait la rue en portant des courses du magasin. Il nous a regardés une fois, a continué à marcher et a forcé tout le convoi à attendre. Mon casque a grésillé quand Chief a demandé « C'est quoi ce bordel ?» Un petit rire s'est fait entendre. Le capitaine, en bon observateur, a transmis depuis l'avant. « Un local veut nous montrer qui commande ici. Il traverse la rue. Il porte des sandales sous la pluie glaciale. Je vais pas lui donner d'ordre. » Un brin de légèreté, avant ce qui allait être une très longue putain de journée. On est arrivé devant ce qui était une mairie très ancienne, en briques, avec un toit dans le style des insulaires de Pitcairn, bien avant l'arrivée des Français. Cela dit, les aménagements modernes, le carrelage et les ajouts donnaient un mélange étrange de modernité. Enfin, de ce qui était moderne il y a 40 ans. Quoi qu'il en soit, la culture de cet endroit suintait de chaque recoin. C'est probablement ce que je préfère dans les opérations dans le Pacifique. Tant de peuples ici ont vécu, souvent isolés, pendant des milliers d'années, avant tout contact avec les marins,
il y a à peine quelques siècles. Et à chaque fois, ils restent fidèles à leurs racines. C'est une forme de résilience que je respecte profondément, un rappel de son identité culturelle. Cela dit aussi, ici, il n'y a pas de mythe ni de légende. C'est leur histoire. Des trucs que le reste du monde aime qualifier de conneries et ranger dans un tiroir, jusqu'à ce que ça ressorte, te morde et fasse passer par-dessus bord près d'1 millier de personnes. On est tous descendus des véhicules, adoptant une posture de sécurité calme. Certains d'entre nous ont parlé aux gens proches. Chief a immédiatement sorti un paquet de clopes que la police locale s'est empressée d'échanger contre du cash. Un de nos mitrailleurs s'est appuyé contre le premier véhicule du convoi, sa M48 en bandoulière devant lui, planté là comme un Goliath avec un t-shirt des Steelers et un jean Wrangler. Daughtery m'a tapé sur l'épaule. Tu viens avec moi, prends-en un. On va rencontrer l'ancien du coin. À l'intérieur, on était moi-même, le capitaine, Chief et mon grenadier. On a tous laissé la plupart de notre équipement dans un des véhicules, ne gardant que nos ceintures et nos flingues. On est entré là où un vieil homme nous attendait. Il portait une chemise à col, rentré dans un pantalon avec une vieille boucle de ceinture représentant un crâne de taureau. Il a dit que c'était un cadeau d'un voyageur. On s'est assis, il parlait une langue locale, mais on a compris que son fils servirait d'interprète principal. Pas comme si on pouvait tous sortir un discours en pitcairn de notre chapeau. Le capitaine a pris les devants et n'a pas mâché ses mots. On est là pour parler de certaines sirènes de la côte Est. Il a sorti une photo, celle de l'autopsie de la créature dégueulasse qu'on avait trouvée et remplie de plomb dans les entrailles de l'Amity. Il a pris la photo, l'a examinée, surpris. Son fils a traduit. Il demande. Vous avez réussi à en tuer une? Daughtery hoche la tête. Oui, on en aurait abattu d'autres, mais on est arrivé en retard à cause d'un cafouillage dans le renseignement. C'est le quartier-maître Spears qui a eu le premier contact avec elle dans les cales. Une tape sur ma jambe du capitaine m'a fait soupirer intérieurement un instant. D'habitude, ils amènent les membres les plus expérimentés pour ce genre de rencontre. Mais visiblement, le témoignage vivant d'un contact rapproché avec les Marinas a fait la différence. Ça, et les lacérations que cette saloperie m'a laissées. Même sans traduction, l'ancien semblait comprendre ce qui était dit. Ses yeux se sont fixés sur moi pendant qu'il coupait la parole à son fils. Tu as survécu? J'ai tendu la main, tiré le col de ma chemise en arrière juste assez pour montrer la putain de cicatrice que cette chose m'a laissée. Une parmi d'autres. De justesse. Il a mis du temps à détourner les yeux, puis il a regardé le capitaine, a hoché la tête et s'est appuyé en arrière. L'ancien monde était très draconien. La violence y était plus brutale. Le respect se méritait, et l'épreuve devait te frapper en pleine gueule. C'est ce qu'il a vu. Alors on y était. L'ancien a tapoté la table, a fait un geste circulaire autour de lui et a parlé un moment. Son fils, attentif, a expliqué. Les gens de l'eau sont présents depuis les premières générations ici. Des interactions sont connues depuis avant les contacts extérieurs. Si vous allez au musée, vous verrez des dessins et des textes qui en parlent. Les choses que vous appelez sirènes. C'était au moins la preuve que cette île, spécifiquement, avait un lien avec elle, que ce soit encore pertinent ou non. Avez-vous eu des contacts récents? Quelque chose qui pourrait correspondre à la montée de violence qu'elles ont montrée le long des côtes américaines? A demandé Chief. Le fils a lentement traduit à son père. Il y a eu un regard étrange, distant. Il semblait fixer le plafond en se remémorant. Nous possédons tout jusqu'à l'eau. Mais au-delà du rivage, c'est à eux. Nous avons averti le gouvernement central qu'employer une marine violait cet équilibre. En le faisant, ils viennent désormais sur Terre. Nous verrouillons nos fenêtres. Aucun enfant dehors après la tombée de la nuit. Nous les entendons rôder dans l'obscurité. Il se penche en avant, tapote le bureau en s'avançant, ses yeux fixés sur mon grenadier, alors que son fils traduit sa question. Cette odeur des profondeurs marines, le sel et cette aura naturelle, vous la connaissez en tant qu'homme de mer. Il acquiesce. L'ancien répond.
Elle ne devrait pas se trouver juste à l'extérieur de nos maisons, et pourtant, elle y est. Depuis combien de temps c'est comme ça? Demande le capitaine d'Hauterie. L'homme fait un geste en penchant la main alors que son fils dit Quelques siècles, mais ces dernières années, on les entend gratter au mur. Ce n'était pas courant, pas du tout. « On savait donc désormais qu'Adamstown, au moins, connaissait des incursions terrestres régulières. Pourquoi le gouvernement français ne surveillait pas ça? Franchement, il devait de le faire. Mais ils s'en fichaient, ou ne croyèrent pas les habitants. L'ancien claqua alors des doigts et fit un geste en direction de la fenêtre. Son fils sembla marquer une pause, réfléchissant à ses paroles. Chief leva un sourcil, regardant vers nous tous. « Il veut que je vous parle de Gudgeon Point. C'est sur la face ouest de l'île. Il y a 40 ans, des investisseurs d'Amérique centrale y avaient misé pour y construire de belles maisons de vacances. L'un d'eux avait une obsession. » La façon dont le gamin prononça ce dernier mot fit tressaillir mon estomac. Il prit une profonde inspiration et ajouta « Vous l'avez peut-être vu en chemin. Il y a une maison de bord de mer bâtie le long de la pente sur le littoral. Différentes plateformes s'avancent directement dans la mer, presque comme... » Lui, claquant à nouveau des doigts, appuya son geste. Chief répondit « Comme des rampes d'embarquement pour larguer un bateau ?» Le gamin acquiesça du chef d'un signe de tête en direction de Chief. Oui, il agissait ainsi, parce qu'il était obsédé par les êtres de l'eau. Mon grenadier fit une grimace, fronçant les sourcils en me regardant, tandis que le capitaine, exaspéré, se frotta l'œil et dit « Alors, il a tout cet argent et il vient par ici pour... quoi? Construire une maison à moitié dans l'eau pour des sirènes? » Le fils traduisit la question du capitaine à son père, qui fixa notre commandant de peloton avec une conviction absolue. Ces mots furent courts, mais porteurs d'un ton lent et sombre. Le fils se tourna alors vers nous. Il voulait les inviter. Une partie des rituels, qu'ils soient vrais ou non, consiste à se construire soi-même des statues sur le rivage, en se tenant là à l'affût. Il organisait des fêtes là-bas. On en entendait parler. Apparemment, certains de nos pêcheurs et ceux qui s'aventuraient dans les bois. Il s'arrêta, baissant les yeux vers le sol, puis me fixa directement. Voir des gens émerger des vagues pour entrer dans la demeure. Leur peau arborant la même teinte bleu marbre que le complexe. « D'accord, » dit Chief, se grattant le menton en se redressant sur sa chaise. « Où est ce gars? Est-il encore là? Il faut qu'on lui parle. » L'ancien lui-même répondit « Mort. » Je haussai un sourcil et le fils expliqua. Une nuit, les bruits provenant du manoir près des vagues s'arrêtèrent. La police est allée vérifier, mais n'a rien trouvé d'autre qu'eau. Il voulait que ce soit une structure ouverte, si bien qu'il y avait très peu de fenêtres, exposées aux éléments. D'une manière ou d'une autre, peu importe comment il y est parvenu, elle subsiste, mais elle est fermée. Et nous interdisons à notre peuple d'y accéder. Nous n'en informons pas les étrangers, les touristes, ni même les officiels du gouvernement central. Sauf nous, notai-je. Le fils regarda son père, qui hocha la tête, puis baissa les yeux sur son bureau. Son ton s'allégea légèrement, jusqu'à ce qu'il insiste en pointant vers le bois. Le fils se tourna lentement vers nous et déclara « Nous n'avons jamais réussi à en tuer un. Ils ont infesté cet endroit comme une plaie. Un déséquilibre qui ne peut être rétabli de manière pacifique. Cet endroit est un repère en pleine lumière. Si vous cherchez vos ennemis, ils sont là. Faites ce que nous n'avons pas pu faire. Tuez-les. » C'était tout ce que nous avions besoin d'entendre. Chacun d'entre nous serra la main sans se retourner alors que nous quittions les lieux. Nous quatre qui étions entrés, ayant rebranché nos équipements, nos sangles de holster clipsés, vérifiant le bon fonctionnement de nos armes comme l'ordonnait le capitaine. Tous les Pax dans le véhicule, on se met en manœuvre. Le soleil commençait à se coucher alors que la température se refroidissait et l'humidité de l'île collait à notre peau comme une peste. Malgré cela, nous nous sommes installés profondément dans les bois
juste à l'endroit où le sentier se terminait et qu'un chemin pavé de dalles menait vers le bas. Ma gorge se serra sous le stress. Je vérifiais que mon 416 était optimal, resserrant la fixation du silencieux, réexaminant mes équipements. Je m'assurais que mon équipe était opérationnelle, que mon mitrailleur ramenait des chargeurs supplémentaires, et, ouvrant le coffre, je fourrais dans ma sacoche de munitions une bonne dose de grenades. Si nous devions faire ça, on le ferait à notre manière. L'ambiance dans la forêt était assourdissante. Les grenouilles, les insectes, toutes sortes de créatures se faisaient entendre avec une telle intensité que le son s'immisçait jusque dans mes écouteurs, puis était supprimé. Avant même que le soleil ne touche l'horizon, nous étions en position. Alpha 1 ici, C7 sur moi, en tête du chemin. Mon équipe suivait Chief en formation compacte. D'ordinaire, nous nous déployons en formation plus complexe, mais la densité des bois, le sentier linéaire et la nature de l'ennemi nous permettaient d'accélérer le déplacement. J'étais juste derrière lui, scrutant tout autour, et à quelques mètres à gauche, je voyais la falaise et les vagues s'écraser. Les pierres glissaient sous nos pas, attirant mon attention pendant que nous descendions, le monde alentour se teintant d'un bleu blanc, vérifiant derrière pour m'assurer que mes hommes étaient toujours là. Bientôt, les créatures ne se faisaient plus entendre, rien que le fracas des vagues. Plus on avançait, moins il y avait d'arbres. Rapidement, une clairière de terre aboutit à une plateforme sur la falaise, où se dressait un manoir à plusieurs niveaux, de granit et de béton, dont l'arrière semblait s'enfoncer dans l'eau. L'absence de fenêtres laissait voir d'imposants trous béants dans les murs, tout ombragés, et l'absence de végétation lui conférait une allure sinistre. Tu connais ces histoires où le chevalier s'aventure dans le repère du dragon? Ouais, exactement ça. Chief nous arrêta net. Je changeais notre formation en colonne décalée, la moitié faisant face à la falaise, l'autre moitié scrutant la mer. Alpha 3, restez sur moi. Alpha 1, 2, avancez et sécurisez le sol ainsi que les niveaux supérieurs, lança-t-il. Nous obéîmes avec une intensité absolue, le vent envoyant des éclaboussures d'eau de mer sur nous. Nous nous sommes retrouvés trempés en un rien de temps, mais nous ne nous sommes pas arrêtés. De vieux meubles, des coussins, des tables en bois depuis longtemps décomposées, n'étaient plus que des amas de bouillie et de débris fusionnés au sol. Les échos de sons résonnaient à travers le vent, partout autour de nous, tels des chants de baleines. Mais pas tout à fait. Nous avons repoussé ces pensées terrifiantes, ayant maintenant un exemple incontestable de ce qui pouvait arriver si nous ne restions pas concentrés. D'anciennes photos de ce salaud de fou pendaient au mur. Certaines étaient tombées et complètement détruites. D'autres étaient encore fixées derrière des vitres embuées, montrant divers clichés de concerts, de fêtes et de familles. Une étrange sensation m'envahissait. Voir les visages déformés d'un homme tellement obsédé par le passé qu'il avait bâti une maison qui était devenue un temple, puis un mausolée. Le nettoyage du rez-de-chaussée nous mena à jeter un œil par l'un des balcons supérieurs, donnant sur les rampes. Il y en avait des dizaines, toutes s'enfonçant dans l'eau. Certaines étaient des escaliers, d'autres de simples pentes. Toutes servaient de tapis d'accueil pour ces créatures. Des statues de lui, dont la peinture était depuis longtemps effacée, parsemaient les bords. Lorsqu'en revenant à l'intérieur, mon mitrailleur observa l'une d'elles en disant « Salaud moche ». Monter à l'étage menait à une découverte. Dans la chambre principale, sur le dessus d'un autre amas de vieux meubles déformés, se trouvaient divers objets, bracelets, téléphones, fleurs, souvenirs et autres effets personnels, tous disposés comme dans un hôtel, par centaines, voire par milliers peut-être. Je ne plaisantais pas, moi, putain, un cil de 1,88 m, et ces trucs m'atteignaient le niveau de l'estomac. Le chef du deuxième groupe secoua la tête alors que nous observions en silence. Seuls les fracas des vagues se faisaient entendre, et il murmura « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Nous avons balayé l'étage supérieur, nous reformant auprès de Chief, tandis que le capitaine Daughtry se trouvait avec notre officier de renseignement. Je m'agenouillai à côté d'eux et dis « Les 2 niveaux sont dégagés, aucun ennemi, aucun civil sur place. » Nous descendîmes, sécurisant l'escalier en atteignant l'intersection en T en bas,
et aussitôt une forte odeur d'océan se fit sentir intensément. Une part de moi était un peu anxieuse, sachant que la dégradation structurelle de ce lieu pourrait, d'un faux mouvement, faire s'écrouler l'édifice sur nous. Cela importait peu, car si nous devions faire tomber cet endroit, ces enfoirés viendraient avec nous. Nous avançâmes prudemment, en observant les hauteurs et les passages bas dans chaque recoin, progressant méthodiquement. Bientôt, nous atteignîmes un vaste hall donnant sur l'océan, une immense bande d'eau le traversant. Nous nous frayâmes un chemin, les lasers allumés à toutes les ouvertures quand je vis Alpha 2, de l'autre côté, viser quelque chose du mien. Les communications s'illuminèrent. J'ai repéré quelqu'un, à genoux à mi-chemin. Nous tous ajustâmes notre visée. J'activai mon illuminateur infrarouge sur mon PEQ, éclairant l'ensemble. Devant nous, à environ 25 mètres, se trouvait ce qui ressemblait à une femme. Elle portait un t-shirt, peut-être un pantalon. Difficile à dire car elle était à genoux, tournée vers l'eau. Mon équipe s'avança lentement, certains gardant un œil sur l'eau, tandis que moi et mon mitrailleur maintenions nos armes pointées droit devant. Dautry, qui se trouvait à l'arrière du fossé d'eau, observa avec son propre laser pointé sur elle. Alpha 1, ici 6. Approchez prudemment. Voyez de quel secours médical elle a besoin. Toujours notre cher capitaine, toujours le plus humanitaire dans un monde de sang et de poussière. Nous nous rapprochâmes lentement. Sa peau était pâle, d'un gris maladif avec des veines apparentes. Ses cheveux étaient humides et formant une masse de sorte de chiffon. Sa tête était tournée droit devant elle. Elle ne bougeait pas, bien qu'avec le vent et l'adrénaline, je ne pouvais pas dire si elle respirait visiblement. Nous étions à quelques mètres, voire moins, et, avec mon mitrailleur à mes côtés, j'ai murmuré « Couvrez-moi, je vais établir le contact ». Je sentais mon cœur tambouriner dans ma poitrine, mes côtes vibraient alors que je laissais mon fusil se poser, sortant mon 226 alors que ma main gauche effleurait son épaule. Elle s'écroula, sans vie, et le bruit dégoûtant de sa tête s'écrasant sur le sol de granit résonna comme un coup de feu. Ses yeux étaient vitreux, ses pupilles dilatées, tandis que ses lèvres et son visage étaient enflés. Sa poitrine, elle était creuse, j'ai pu constater qu'elle était presque dégonflée. C'était une leurre, elle n'était qu'un leurre. En quelques secondes, l'eau se mit à se briser, et la lueur bioluminescente ainsi que la silhouette familière des franges abyssales, des branchies et des griffes apparurent, se jetant sur moi. Je glissais et m'écroulais en me cognant contre le mur tout près, posant mon pied pour arrêter ce salaud. La bête sirène surgit en poussant un cri perçant d'horreur, en se redressant. Mon mitrailleur tint parole, et dans tout le tunnel, la secousse provoquée par sa rafale de son lanceur à bande fit vibrer l'endroit, les ondes sonores rebondissant et secouant presque mes poumons et mon âme. Le sang bleu de la créature et ses fluides luminescents maculèrent le débarcadère de l'autre côté avant qu'elle ne recule. Rapidement, d'autres surgirent, des dizaines, et Chief intervint sur les communications. Reculez de la lisière de l'eau et engagez. Mon grenadier me traîna jusqu'à me relever, et avec mon 226, j'ouvris le feu en direction d'un groupe au-delà de nous, frappant visiblement l'un des démons. Je suis presque sûr de m'être fracturé la hanche de ce type. Mon mitrailleur, quant à lui, récoltait les âmes autour de lui. À cette distance rapprochée, il semblait presque nourrir sa psychopathie. 4 d'entre eux furent abattus, tandis que la vision surréaliste de ces cadavres tombant sans vie me remplissait d'une satisfaction cachée. Je rangeai mon pistolet, trop stressé pour m'occuper de le recharger, je pris simplement mon 416. Il devait y avoir d'autres entrées, car dans le couloir derrière nous, j'entendis l'un de mes hommes crier. En me tournant, j'aperçus l'une des créatures lui tranchant le biceps. Il la coucha contre le mur, alors que je dirigeais la tête de mon silencieux dessus. La bête se débatta et cracha une sorte de venin, au point de presque ronger mon gant, mais une série de tirs brutaux la tua. « Tu vas bien ?» lui criai-je. Il hocha la tête, pointant en bas. Je ne pouvais pas l'entendre clairement, et il parvint à transmettre. « Il y en a d'autres là-bas. Je crois qu'ils tentent de flanquer. » Merde. Alpha 1 à 6, actuellement dans les couloirs ouest, en progression vers l'intérieur pour prévenir une manœuvre de flanc hostile. Mes gars rechargèrent rapidement. Mon mitrailleur jeta un fût vide au sol, le plastique résonnant alors qu'un de nos démolisseurs le couvrait.
Les communications s'emplirent du bruit des détonations qu'on pouvait entendre tout près, à l'extérieur. C'était Chief. Ici 7, faites-le. Nous progressâmes rapidement, l'eau éclaboussant et remplissant le corridor de quelques centimètres. Nous arrivâmes à une intersection en T, et sur la gauche, nous discernions une pente descendant directement vers l'océan. L'eau léchait, montant et descendant légèrement. Ce bâtisseur de merde avait construit ces putains de tunnels directs, qui sait combien il y en avait. Un ensemble d'yeux sombres se fit alors visible. Un autre jaillit, et depuis un réservoir situé sous son menton, d'autres projectiles furent lancés. Je pouvais entendre l'impact, ainsi que le son d'un casque en train de brûler alors que je protégeais mon visage. Nous échangeâmes le feu. Les liens de munitions de la ceinture de mon mitrailleur résonnaient comme dans un casino. Un cri étouffé, semblable à un hurlement aquatique, se fit entendre, alors que je le voyais saigner, se précipiter dans les profondeurs. Le mitrailleur d'Alpha 1 ne perdit pas de temps en s'agenouillant et en envoyant une rafale dans les abysses après lui. Nous nous repliâmes sur le côté, les sons de ses déplacements au-devant de nous, l'ombre d'une bête bipède et une main palmée atteignirent le coin. Nous avons couvert le coin en réprimant le repli, et je retins mon mitrailleur. Je fouillai dans ma poche, jeta un coup d'œil et criai « Vous avez du bleu ?» Ce qui m'accueillit fut au moins une demi-douzaine d'entre eux. L'un était en train de saigner, probablement lors de leur tentative de flanc. Ils se retournèrent, et le cœur me monta dans la gorge quand je reculais. « Y a un putain de paquet de ces enfoirés là-bas !» fut le cri gracieux que j'exclamai à mes hommes en m'élançant en arrière. Je sortis la grenade de ma sacoche, arrache le ruban adhésif, et peu après, la goupille et le levier furent déclenchés. Je la lançai, sentant presque l'haleine de ces goules marines sur la main nue de mon bras gauche exposée alors que je sprintais en arrière. Dieu merci, j'ai réussi à les faire reculer davantage dans le couloir. Même si, de ce que je voyais, l'impact de cette grenade avait une force quasi concussive dans ce tunnel étroit. Ce, allié au gémissement de la structure vieillissante au-dessus de nous, me rappela les décennies de dégradation accumulées. J'attrapai mon fusil alors que nous progressions dans un virage en T, décrochant largement le coin. Mon mitrailleur se précipita vers le mur opposé au moment où nous tournions le coin. Il devait atterrir exactement alors que plusieurs d'entre eux étaient regroupés, totalement étrangers à la tactique humaine des armes, causant un haut taux de perte. 2 d'entre eux furent littéralement pulvérisés, leurs entrailles se mélangeant au point qu'il était impossible de distinguer où l'un finissait et l'autre commençait. Un autre rampait sur des membres brisés, alors que 2 autres plus en retrait nous sifflèrent dessus. Nous nous sommes lâchés sans retenue, ressentant l'horreur déchirante d'entendre les balles frapper la chair morte, abattant le blessé pendant qu'un autre tentait de fuir en vain. Nous avons nettoyé le couloir, glissant sur l'amas de sol composé des restes de sirènes. La sueur montait, le sang coulait de nos blessures, et pourtant, nous avons tenu bon. Nous nous sommes rapidement enfoncés dans une étrange salle circulaire, au centre de laquelle se trouvait une mare d'eau. Nous avons tiré sur celui qui s'échappa, mais le feu croisé l'a également atteint. « Bleu! Bleu !» criai-je. Alpha 2 nous rejoignit, nous balayant du regard la pièce avant de la sécuriser et de faire une découverte. C'est à peu près au moment où le capitaine traversait un 3e couloir et nous rejoignait que Alpha 6, quel est votre statut ? Fut énoncé. Plusieurs rafales de tirs provenant de l'extérieur en direction de l'eau se firent entendre, alors que Chief répondait « J'ai repoussé une autre attaque. J'ai 2 blessés, 7 Ekaïa. » Ben, Spears ? Et toi ? me demanda Daughtery en reprenant son souffle en se penchant. Je pense qu'il y a peut-être 8 Ekaïa du côté opposé. Quoi qu'il en soit, nous avons éliminé tous ceux sur les flancs nord et ouest qui s'étaient réfugiés dans les tunnels, rapportai-je. Je hochai la tête en notant « Ce bâtisseur de merde a installé une multitude de tunnels menant à l'eau, presque un véritable métro. » Ouais, j'ai vu ça aussi, dit le capitaine, lançant son fusil par-dessus son épaule. Puis quelque chose dans la mare du centre attira son attention. « Et fit-il en hochant la tête, activant une lampe. Nous nous tournâmes vers lui, alors qu'il pointait la lumière sur l'eau. Des cages,
complètement immergée dans l'eau, laquelle, nous pouvions voir, était suffisamment grande pour ressembler à une piscine publique, solidement fixée au fond de l'abîme. J'illuminais à mon tour avec mon fusil, et nous pouvions voir leurs eaux, vertèbres, côtes, toutes sortes, éparpillées là. C'est... Tenta notre RTO, secouant la tête en regardant le commandant, puis revenant jeter un œil au puits de la mort. Il essaya encore. Ce sont... Ça doit être... Monsieur, ce sont... Le regard du capitaine Daughter restait impassible, aussi froid qu'un tueur. Il souligna à notre RTO. Le fils de l'ancien avait décrit l'affection de cet homme pour ces choses comme une obsession. Il marqua une pause avant de se tourner vers Alpha 2. Combien de matériel de démolition avez-vous? Le chef de la 2e escouade ricana. Assez pour couler l'île, monsieur. Bien, installez ça sur tous les poutres de soutien que nous avons traversées ici. Spears, prenez toutes les grenades dont vous disposez et frappez chaque tunnel aquatique et rampe. Nous allons réduire ce lieu en cendres. Nous ordonna-t-il. Je jetai un dernier regard aux eaux, voulant m'assurer. Il faisait sombre, même avec la lampe de mon fusil, mais, je ne sais pas, peut-être que leur anatomie squelettique n'était pas humaine, car ils n'avaient rien d'humain. Cela n'avait pas d'importance. Mon équipe continua son avancée, piétinant et expulsant les restes de ces putains de créatures. Chaque entrée reçut 3 grenades. Des bruits sourds sous-marins étaient tout ce que nous pouvions entendre, les engouffrant dans l'eau pendant que nous couvrions Alpha 2, qui installait des charges aux entrées des tunnels sur les balcons, en les fixant aux piliers qui menaient à l'eau. Jusqu'à la surface, nous avons armé l'endroit, l'adhésif hyperfort se fixant sur tout, peu importe l'humidité de la pierre glissante. Moi et Alpha Uni avons rapidement recontrôlé le rez-de-chaussée et les étages supérieurs. Je me suis retrouvé à fixer longuement cet amas d'effets personnels. Quoi qu'il y ait dans ces cages, c'était la bonne chose à faire, la seule solution. Voilà comment on fait les choses. Tu viens sur nos terres, tue notre peuple, on fait sauter ta maison. Voilà, c'est l'équilibre. Nous nous sommes rapidement repliés jusqu'à la limite imposée par la corde détonante, nous abritant derrière un ensemble de rochers. Il n'y eut aucun délai. Les explosions lointaines firent trembler le sol, probablement toute l'île, pendant qu'à travers nos dispositifs, nous voyions l'édifice s'effondrer violemment dans les vagues. Béton et pierres furent projetés sur des centaines de mètres, accompagnés de petites gerbes de feu, ne se refroidissant qu'en étant engloutis par le Pacifique. Une cavalcade de fracas et de grondements. Plus rien ne resta. Peu après, nous entendîmes des gémissements, des cris, tous provenant de l'eau. Chief décrocha son fusil en disant « Ne suivez pas mon exemple. » Il pointa en direction de l'eau. Je ne sais pas s'il visait un coup particulier, mais il déchargea plusieurs tirs avant que le capitaine ne lui saisisse l'épaule et ne le retire. Je ne pense pas que l'ancien ait prévu un nettoyage aussi complet, mais il n'était pas fâché. Pas du tout. En fait, pendant que nous attendions d'être évacués d'Adamstown, on fut accueillis de nouveau dans le village. La police réalisa probablement ses patrouilles nocturnes, les plus joyeuses jamais vues, car quelques-uns de nos gars allèrent au bar et, selon les termes du fils de l'ancien, les consommations étaient offertes par nous. Le gamin que j'avais vu courir et se cacher plus tôt était même sorti. Lui et moi, nous nous sommes croisés du regard, alors que je jetais le reste de mon équipement dans la Jeep. Je me retournai, et il y avait une lueur de curiosité sur son visage. Peut-être se souviendrait-il de cette journée, peut-être pas, mais leur vie en serait un peu meilleure. J'ai arraché mon vieux patch usé de drapeau hier américain, le lui tendant. Parfois, un petit souvenir suffit amplement. Une fois l'engourdissement dissipé, nous nous sommes simplement ramenés à ce tombeau d'acier sur le porte-avions, attendant notre prochaine opération. Pour être tout à fait honnête, une légère angoisse s'était immiscée dans mon esprit, face à l'ambiance nocturne de nos gars jouant aux cartes, aux parties de jeu, à Chief ronflant bruyamment. « Désolé, Chief. » C'était juste, les trucs dans ces cages, je ne sais pas, ces choses qui traquent les humains, qui griffent leur maison, l'accumulation d'effets personnels qu'ils rassemblent comme s'il s'agissait d'un hôtel. C'est bien qu'on ait rasé cet endroit, c'était un mauvais présage, mais ce n'est pas fini. J'espère vraiment que ça ne va pas se transformer en une autre guerre sans fin.
Je ne sais pas combien de celles-là mes genoux pourraient encore supporter. Peu après, Miller nous fit un briefing qui les secoua vraiment. Ils se dispersaient comme des rats. C'est bien. On peut ainsi les traquer beaucoup plus facilement. Ils se dirigent vers le nord, très au nord, l'Arctique. Quoi qu'il advienne après, ce sera la dernière chose qu'ils feront. Faites attention, je vais dormir un peu. Spears out.